Marie-Hélène Robin de monter sur scène, entre guillemets, pour nous présenter le modèle IFSIM. Et on va voir avec elle si ce modèle peut être utilisé pour prédire l'impact de leviers techniques sur l'immunité des plantes et l'introduction et modéliser l'efficacité du biocontrôle. Donc, Marie-Hélène, je vous passe la main pour que vous puissiez partager votre écran. Voilà qui est fait. Oui, non? On retente un coup? Marie-Hélène, vous êtes avec nous? Allez, je Oui, reprends. oui, je vous Ouais, entends. allez, allez-y, bah, c'est quand vous voulez. Sinon, Euh, on ben, va rester sur mon écran si jamais c'est compliqué. Allez-y. non, non, mais c'est parfait. C'est parce que c'était pas encore apparu. Il y a un petit temps Alors, je vous repasse la d'inertie. main. Voilà, il y a un petit temps de latence. Je vous repasse la main. Voilà, ça y est. On voit votre écran maintenant. Ok. C'est parfait. On vous écoute. Donc, Marie-Hélène Robin, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Turpan et je suis également chercheur associé à l'INRAE de Toulouse, à l'UMR Agir. Et donc, moi, je vais vous parler, donc je suis un petit peu exotique peut-être aujourd'hui, puisque je suis pas du tout une spécialiste du biocontrôle, et j'ai travaillé sur la mise au point d'un modèle qualitatif pour prédire les effets, enfin les dégâts causés par des bioagresseurs en fonction de pratiques culturelles, du pédoclimat et de l'environnement. Et donc l'intérêt de ma participation aujourd'hui, c'était de se poser la question, est-ce que ce type de modélisation qui a une approche globale, une approche systémique de cette vision de la lutte, est-ce qu'elle pourrait s'adapter au biocontrôle? Donc, juste pour revenir sur quelques termes sémantiques, on en a déjà largement parlé. Donc, un ensemble de bioagresseurs présents à un instant donné sur une culture peut entraîner des dégâts. Et on parle même de combinaison de dégâts, de profil de dégâts, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'un seul dégât. Et donc, c'est important qu'on revienne sur ce vocabulaire. Et donc, ces dégâts peuvent entraîner des dommages. Donc, les dommages peuvent être quantitatifs, c'est-à-dire des pertes de rendement. Ils peuvent être également qualitatifs, c'est-à-dire la présence, par exemple, des mycotoxines sur les blés. Et ces dommages peuvent ou n'entraîneront pas forcément de pertes économiques pour les agriculteurs. Alors, qui parle de dommages quantitatifs, on pense aussi à des diminutions de production alimentaire, et donc ça joue sur la sécurité alimentaire au niveau national et au niveau mondial. Donc là, je vous ai mis des chiffres qui viennent de Orque 2006, hein, c'est les derniers chiffres qu'on possède, et rien que pour le blé, vous voyez que sans protection, on perdrait 50% de la récolte, et même en protégeant le blé, pratiquement 30% des récoltes sont perdues. Donc c'est absolument nécessaire de protéger ces cultures. Mais comment bien protéger ces cultures? Alors bon, je vais peut-être pas revenir longtemps sur la nécessité de tourner la page et de changer de paradigme où la lutte est basée essentiellement sur la lutte chimique, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'impacts toxicologiques. Là, je vous avais juste remis le tableau issu du rapport de l'INSERM sur les effets des pesticides sur la santé et plus particulièrement sur les cancers. Et là, on voit les risques pour les enfants liés aux femmes qui ont été exposées à des pesticides pendant leur grossesse, l'impact écotoxicologique avec la pollution qui est généralisée, que ce soit pour les eaux de surface ou pour les eaux superficielles en France, en Europe et bien au-delà, et puis un impact agronomique de l'utilisation massive de 50 ans de pesticides avec les problèmes de résistance. Donc c'est dire qu'on doit changer effectivement la façon de protéger les cultures, même s'il faut toujours les protéger, et encore plus si on veut nourrir le monde d'ici 2050, mais les protéger mieux. Et en plus, vous avez peut-être eu les derniers chiffres sur l'utilisation des pesticides en France, puisqu'on sait que en 2017, c'était les derniers chiffres, et bien au contraire d'avoir diminué l'utilisation des pesticides, et bien ils ont augmenté de 0,3% en 2017. Oui, avec des effets Donc, de rapport d'une année sur l'autre qui rendent les analyses un peu plus complexes. Mais pour voilà, autant, c'est vrai. on reste, Il y a des biens importants. ouais, elle reste très importante. Mais on est encore loin des Ah, 20 ou 50. 25% Ouais. de diminution qu'on pouvait souhaiter.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, bien les concepts en protection des cultures doivent changer depuis la simple destruction des bioagresseurs uniquement par une lutte chimique comme on l'a fait de façon assez massive pendant un demi-siècle. La lutte contre les bioagresseurs, eh bien, elle doit passer par la combinaison de plusieurs méthodes de gestion alternatives qui sont mises en œuvre au travers ce que nous on appelle l'IPM, la protection intégrée des cultures, ou même aujourd'hui la protection agroécologique des cultures. Alors, comme l'a dit précédemment Marie-Noël, les études aujourd'hui, elles portent souvent sur une méthode de lutte contre un ensemble de bioagresseurs, ou alors contre un ensemble de méthodes de lutte contre un seul bioagresseur. Mais comme ça a été dit précédemment, les bioagresseurs sont très rarement considérés de manière intégrée. Or, les agriculteurs, eh bien, ils mettent en œuvre un ensemble de pratiques culturales contre un ensemble de bioagresseurs, puisque c'est cette complexité qui se passe dans les agrosystèmes. Hein. Dans les agrosystèmes, vous voyez toutes les flèches, là, j'ai exprès fait figurer toutes ces flèches pour que vous compreniez comment tout ça c'est très très complexe. Et donc aujourd'hui, il faut prendre en compte cette dimension horizontale, c'est-à-dire on a à lutter contre un profil de bioagresseur et pas contre un seul bioagresseur, et puis cette dimension verticale où on va combiner un ensemble de méthodes à effet partiel, puisque chaque méthode culturelle n'a qu'un effet partiel. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces méthodes culturelles qui pourra avoir une efficacité à contrario de la lutte chimique qui, elle, avait une efficacité beaucoup plus totale. Donc il faut absolument intégrer en protection des cultures, exactement comme l'a dit précédemment Marie-Noël, pour répondre au double enjeu de produire plus et mieux. Alors la modélisation, ça nous a semblé l'outil le mieux adapté, parce que vous voyez une telle complexité, hein, toutes ces flèches dans tous les sens. Eh bien la modélisation, ça nous a semblé l'outil le mieux adapté pour aborder cette complexité. On a donc développé le modèle IPSIM, qui veut dire Integrated Profile Simulator, donc la simulation de profils de dégâts. Donc la construction, qu'est-ce qu'on a utilisé comme type de construction? Eh bien, on a choisi une approche qui soit hiérarchique, agrégative et qualitative. Alors, hiérarchique, agrégative, ça veut dire que le modèle, comme vous le voyez ici, il est structuré sous la forme d'un arbre d'agrégation d'attributs. C'est ce que est le modèle. Alors, les attributs de base, là, on pourrait dire que c'est les feuilles, finalement, de notre arbre. Ici, l'attribut final, ce serait le tronc de notre arbre. Et entre ces feuilles et ce tronc, eh bien, vous auriez des nœuds qui sont les agrégations qui se passent entre les attributs descendants et les attributs qui leur sont supérieurs. Et ces agrégations, elles se font grâce à des fonctions d'utilité de type si alors, on le développera juste après. Alors, cette modélisation, elle se fait en utilisant la méthode DEX, qui permet la création de modèles hiérarchiques multi-attributs, et dont le but est donc de décomposer un problème compliqué, un problème complexe qu'on a à résoudre, en sous-problèmes qui sont de moins en moins difficiles à résoudre. Et le logiciel DEXI a été utilisé pour mettre en forme la structure du modèle. Alors, il y a 3 étapes pour la construction de ces modèles grâce à ce logiciel DEXI. Et grâce à la bibliographie et l'expertise, donc on va rapidement voir ces 3 étapes au travers d'un exemple. D'abord, il faut identifier et organiser les attributs, donc par bibliographie et expertise, définir les échelles de ces attributs, et ensuite définir des tables d'agrégation, donc construire les nœuds entre ces différents niveaux de l'arbre grâce à des fonctions de type si alors. Donc là, vous avez une représentation schématique de l'agroécosystème dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un agriculteur, il se trouve dans un contexte socio-économique, un contexte environnemental, un contexte physico-chimique et biologique. Et dans ce contexte, cet agriculteur, eh bien, il va choisir, il va construire un système de culture et il va choisir des pratiques culturelles. Et ceci va induire un profil de dégâts. D'accord? S'il était dans un autre contexte, ça pourrait induire un autre profil de dégâts. Et notre modèle, il est là. Hein, notre modèle, il est en bleu et il va donc prendre en considération cet environnement et puis ses composants du champ. Alors, on a décidé de ne pas prendre en compte les composants socio-économiques pour des raisons de faisabilité de notre modèle dans un temps imparti, ce qui n'empêche pas par la suite de pouvoir associer un modèle socio-économique à notre propre modèle. Alors, je vais vous donner l'exemple de la rouille brune du blé, puisque c'est un modèle qu'on a évalué et qui a été dans un article assez récent publié.
Alors, la première chose, quand on veut construire un modèle, il faut déjà avoir fait de la bibliographie et connaître parfaitement le cycle de sa maladie ou de son ravageur et les interactions. Donc, je ne vais pas vous refaire le cycle de la rouille brune, mais en tout cas, c'est un parasite biotrophe qui se maintient sur des repousses et qui entraîne des cycles de sporulation qui peuvent débuter à l'automne et se poursuivre ensuite au printemps jusqu'à la fin du printemps. Et les différentes interactions, elles se font avec les pratiques culturales, donc on peut gérer les repousses, modifier la date de semis, choisir une variété plus adaptée, jouer sur la fertilisation. Ça joue également sur le climat, bien sûr, ça c'est un facteur extérieur abiotique sur lequel il est difficile d'agir. Et également, il peut y avoir des interactions avec d'autres bioagresseurs, je pense par exemple à la rouille jaune du blé. Donc, quand on a fait toute cette bibliographie et que on est au point au niveau des facteurs qui agissent sur ce bioagresseur, eh bien on va construire ce type d'arbre qui est à l'origine un modèle conceptuel avant d'être un modèle purement de simulation. Donc toujours avec notre approche hiérarchique et agrégative. Donc notre problème complexe, il est là. C'est l'intensité des dégâts de rouille brune. C'est un problème complexe, on ne sait pas comment le résoudre. Ce problème, il va être décomposé en sous-problèmes plus simples à résoudre. Donc on va dire, tiens, l'intensité des dégâts de rouille brune, c'est dû au pédoclimat, aux pratiques culturelles et à l'environnement biologique. Chacun de ces sous-attributs est lui-même décomposé en autres sous-attributs. Les pratiques culturelles, on va dire, c'est des facteurs qui sont liés à l'atténuation culture, à la protection fongicide, à l'action sur l'inoculum, à l'action sur l'évitement. Et l'action sur l'inoculum, c'est aussi, on peut le décomposer en le précédent, l'antéprécédent, l'inversion du sol sur l'antéprécédent, etc. Alors quand on fait la bibliographie, vous voyez que en violet, en violet clair, il y a des variables dont l'effet sur la rouille n'a pas été étudié, ou alors il n'y a pas de consensus dans la bibliographie. Par exemple, l'antéprécédent, il n'y a rien. C'est un parasite biotrophe, on n'a rien trouvé là-dessus. Donc on a décidé de ne pas le prendre en compte dans notre modèle. Il y a des variables dont l'effet sur la rouille brune est faible ou peu déterminé. Le précédent, par exemple, l'inversion du sol, je fais du labour ou du non-labour. Sur la rouille brune du blé, ça a très peu d'impact. Donc on va le prendre en considération, mais on va lui donner très peu de poids. Par contre, il y a des variables que vous voyez ici en saumon, dont l'effet sur la rouille brune est très connu. Et elle a et ce sont des variables qui ont un fort effet, comme la variété ou la fertilisation. Dans ce cas-là, on va les prendre en compte dans notre modèle, et on va leur donner un poids important. Donc maintenant qu'on a conçu ce modèle conceptuel, on est prêt à construire notre modèle de simulation grâce au logiciel DEXI. Alors là, vous avez le modèle final tel qu'il se présente. Donc la sévérité finale de la rouille brune, elle est due aux trois composants majeurs dont on a parlé précédemment, les pratiques, le pédoclimat et le territoire, l'environnement. Vous voyez donc qu'il y a trois sous-arbres et que le sous-arbre sur les pratiques, c'est le sous-arbre le plus important parce que c'est lui aussi qui est le plus complexe avec de nombreuses interactions, avec des décisions tactiques et des décisions stratégiques. Alors finalement, il y a 11 attributs de base, ils sont en non gras, et vous avez 6 attributs agrégés, qui eux sont en gras. Deuxième étape pour construire un modèle, c'est la définition des échelles des attributs. Donc pour chaque attribut, on va leur attribuer un niveau de valeur, une échelle de valeur. Alors on va se cantonner à 3 valeurs, parce que vous allez comprendre, ou 4 valeurs, que plus on rajoute des valeurs et plus ça complexifie ensuite le modèle. Donc là, par exemple, c'est pas difficile. Le choix de la variété, soit les variétés, elle est très sensible, soit elle est moyennement sensible, soit elle est presque ou quasiment résistante. Et on fait ça pour tous les attributs. Alors DEXI, il est sympa avec nous parce qu'en rouge, ça veut dire que c'est très favorable au bioagresseur, donc très défavorable à l'agriculteur. En vert, c'est très défavorable au bioagresseur et très favorable à l'agriculteur. Dès que c'est vert, c'est bon pour l'agriculteur. Troisième étape, on va définir des tables d'agrégation. Donc pour chaque attribut d'agrégation, une table, elle permet de calculer sa valeur en fonction des sous-attributs descendants, suivant la règle du si alors. Donc là, vous voyez, la variété, vous aviez 3 niveaux possibles. La fertilisation, 2 niveaux possibles. La densité de semis, 3 niveaux possibles. Donc même si on n'est pas très doué en maths comme moi, 3 fois 2 fois 3, ça vous fait 18 lignes possibles d'agrégation. D'accord ? Alors si je prends un exemple, ces agrégations se font grâce à une fonction de type si alors. Si la variété est très sensible, si j'ai mis beaucoup d'azote, et si la densité est très élevée, alors l'atténuation en culture sera très favorable au bioagresseur et donc très défavorable à l'agriculteur. Par contre, si je prends la ligne 18,
Si la variété est résistante, si j'ai un niveau d'azote raisonnable et raisonné, et si j'ai semé à un niveau normal ou faible, eh bien, ce sera très défavorable à la rouille brune et donc favorable à l'agriculteur. Donc là, je vous ai mis un exemple de 2 simulations pour 2 systèmes de culture contrastés, un champ conventionnel et un champ bio. Et j'ai mis un pédoclimat favorable et puis un environnement favorable. Et vous voyez que les pratiques culturales, elles sont moyennement favorables dans le cadre du champ conventionnel et défavorables dans le cadre du champ bio. Parce que dans le champ bio, il a détruit le repousse, il a employé une variété résistante, il avait un précédent qui n'était pas favorable, etc. Et le logiciel, il a calculé tout seul, grâce aux tables d'agrégation que vous avez remplies précédemment, le niveau de sévérité finale de la maladie. Donc 20 à 40% ici et 0 à 20% ici. Alors ce modèle, il a fait IPSIM, il a fait beaucoup de petits dans le monde et en France. Actuellement, il y a un projet européen sur la prévision de dégâts de Vivace. Donc pour le blé, on a travaillé sur 7 bioagresseurs du blé. Il y a une thèse qui a été soutenue sur les bioagresseurs du tournesol. Il y a une thèse qui débute sur les bioagresseurs de la vigne. Il y a un projet européen actuel sur les cultures associées pois-blé. On a mis au point aussi un modèle sur le chouchou de la mouche à La Réunion. On travaille également sur le changement climatique dans le cadre du projet Opérette. Il y a aussi un projet sur la rouille du café et d'autres petits dont je ne vous parle pas. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas un IPSIM biocontrôle? C'était la phrase que j'avais écrite là-haut, pourquoi pas un IPSIM biocontrôle? Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été développé précédemment par Marie-Noël. Donc, on s'est dit, oui, ce qu'il faudrait, c'est avoir de la bibliographie, avoir de l'expertise pour identifier quels sont les différents leviers à mobiliser pour accroître l'efficacité agroécologique dont Marie-Noël vous a parlé dans le cas de la stimulation de la santé des plantes et de cette fameuse immunité agroécologique. Bon, ce travail, il est en train de se faire grâce au RMT BESTIM. Donc là, je fais le lien avec ce qu'on a vu précédemment. Et donc là, je vous ai mis quelques idées de modèles qu'on pourrait créer. Alors, c'est ouvert, Elsa, elle pourra rebondir sur ce que je suis en train de dire. Donc, c'est quelques idées d'exemples de modèles sur le même schéma que celui qu'on a fait pour IPSIM blé ou IPSIM tournesol. Premier exemple, on pourrait intégrer le biocontrôle en données d'entrée et comme facteur influent dans le modèle de prédiction de la sévérité finale de la rouille brune du blé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, il n'y a que le contrôle chimique, il n'y a pas de biocontrôle. Donc, si jamais il existe des solutions 1, 2, 3, donc je n'ai pas mis plus parce que je ne les connais pas, mais la porte est ouverte, eh bien, vous pourrez utiliser le biocontrôle comme solution alternative et vous pourrez ainsi prédire la sévérité finale de la rouille brune. Deuxième exemple, la modélisation de facteurs influençant l'efficacité du biocontrôle. Donc ça pourrait être la sortie du modèle. Quels sont comment l'efficacité du biocontrôle contre cette rouille brune, quels sont les facteurs qui la prédéterminent et comment on peut expliquer que cette efficacité est plus ou moins importante. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Elsa, je vais la laisser rebondir. Donc le choix de la variété, les pratiques culturales, l'environnement, la qualité de l'application de la solution, le climat, pour être autant de variables qui pourraient expliquer une plus ou moins grande efficacité du biocontrôle pour lutter contre la rouille brune du blé. Et dans l'exemple 3 auquel on avait pensé, oui Elsa, vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit? Pour l'exemple 2, l'idée, je pense, c'était surtout une demande des producteurs de solutions de biocontrôle, c'est vraiment de trouver des solutions pour mieux évaluer leurs produits et pouvoir mieux prédire en fait dans quel cadre ils peuvent être utilisés de manière performante. Et c'est là qu'on voit peut-être que de les aider à travailler sur ces types de modèles pourrait les aider eux ou aider les sociétés qui font les évaluations des produits à mieux penser leur méthode d'évaluation. C'est un peu la question qu'on avait au début sur les méthodes d'évaluation des produits de biocontrôle. Elsa, je vous laisse peut-être commenter l'exemple 3 du coup sur la modélisation des défenses basales de la plante et de son niveau d'immunité agroécologique. Donc dans l'exemple 3, là on faisait vraiment le lien avec le RMT BESTIM qui était de dire finalement
dans le modèle, jusque-là, on regardait les niveaux de dégâts. Et pourquoi pas regarder le niveau d'induction des défenses de la plante. Donc, de regarder vraiment l'immunité de la plante. Donc là, cette fois-ci, on réutilise toutes les informations du modèle et le principe du modèle, sauf que on va se concentrer sur un résultat final qui est est-ce que ma plante est en train d'exprimer ses défenses et en train d'exprimer son immunité au maximum. Et là, on voit par rapport au schéma que tu nous as présenté qu'il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on n'a pas la réponse. Donc on aurait plein de cases violettes, je crois que c'était ça ton code couleur, et assez peu de saumon. Et donc ça montre l'importance justement de travaux de recherche pour pouvoir avoir un peu plus de cases violettes, pour pouvoir mettre en place vraiment ce type de modèle. Voilà. Alors c'est vrai que pour remplir toutes ces cases, on a beaucoup utilisé de la bibliographie, que ce soit de la littérature grise ou de la littérature scientifique. Et on a aussi fait appel à des experts et on a organisé des ateliers pour mettre à plat les connaissances qu'on pouvait avoir sur quels sont tous les facteurs influençants. Donc là, par exemple, si on reprend l'exemple de quels sont tous les facteurs aujourd'hui qui vont influencer l'efficacité du biocontrôle dans le cas de la rouille brune du blé. Et donc tout le monde se met autour de la table. On a déjà ici, vous avez déjà un prémisse d'arbres. Et qu'est-ce que vous pensez de ces attributs? Est-ce qu'ils ont été bien choisis? Est-ce qu'ils sont bien organisés? Quelles seraient les échelles de ces différents attributs? Comment on pourrait les agréger entre eux, selon quelle table, etc. Et c'est vraiment passionnant de faire ce type d'atelier et finalement on se rend compte que les experts, même entre eux, ça leur permet de découvrir un certain nombre de points sur lesquels ils s'étaient pas forcément pensés, ils ne s'étaient pas forcément penchés, parce qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé ce type d'interaction. Et l'intérêt de ce modèle, c'est que c'est un modèle qui prend en compte toutes les interactions qu'on peut supposer comme étant influentes pour résoudre la question de départ. Donc c'est vraiment une approche qui est totalement intégrée, une approche globale et une approche systémique qui me semble vraiment très intéressante dans le cas du biocontrôle. Alors si vous souhaitez vous approprier l'EXI, oui. Juste pour comprendre, donc voilà, on voit que là il y a une capacité voilà à aller plus loin et s'approprier cet outil-là. Juste pour comprendre, on est bien sur des approches d'interaction relative les unes par rapport aux autres, ou est-ce qu'on est aussi dans une approche quantitative? Est-ce que votre modèle permet des analyses de sensibilité d'un facteur par rapport à un autre, ou est-ce qu'on est vraiment dans une approche de quantification d'un impact? Alors, plusieurs réponses. D'abord, le modèle, c'est un modèle qualitatif, c'est-à-dire que toutes les données d'entrée ici, elles sont qualitatives, parce que par exemple, le niveau de fertilisation, c'est élevé, fort, élevé, moyen ou faible, parce que pour nous, l'importance, c'est vraiment une réponse qualitative, parce que ce qui va avoir une influence, c'est est-ce que j'ai mis beaucoup de fertilisants ou est-ce que j'en ai pas mis beaucoup? Parce qu'on sait que ça va jouer sur les réponses de la plante et tout ça. C'est pas de savoir qu'on en a mis 192,4 kilos. Donc, toutes les réponses sont d'ordre qualitatif, parce que pour nous, ça a une puissance, une générosité beaucoup plus forte, le fait que ce soit un modèle qualitatif. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas du quantitatif, parce que réduire toutes les données d'entrée qui étaient quantitatives en variables qualitatives, qui sont les variables d'entrée de notre modèle. Une des questions posées par les participants était de savoir comment vous aviez potentiellement comparé les résultats du modèle à des données terrain. Oui, le modèle, par exemple, rouille brune, il a été évalué, et bien d'autres modèles, comme le modèle chouchou-mouche ou d'autres modèles qui ont été évalués en comparant des données simulées par notre modèle à des données observées, en sachant que on n'a pas utilisé les données qui ont servi pour l'évaluation du modèle n'ont pas du tout été utilisées. Par contre, pour la construction du modèle, il y a une indépendance totale entre les données qui ont été utilisées pour la construction et les données pour la validation. Et alors, oui. Là, si vous voulez, c'est très intéressant, je pourrais vous le laisser. C'est le CIRA de la Réunion qui a créé un OAD qui s'appelle IPSIM Chouchou Mouche. Donc c'est pour et alors là, c'est complètement basé sur le biocontrôle, parce que vous connaissez peut-être le petit piège qui a été construit par le CIRA, dans lequel les mouches peuvent rentrer et elles ne peuvent pas sortir.
alors que les auxiliaires, eux, peuvent rentrer et sortir. Ça s'appelle un augmentarium, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Bref, la bataille contre la mouche du chouchou, c'était essentiellement par voie non chimique. Et il y a un modèle qui a été construit avec un OAD, et cet OAD, il est très simple, très interactif, très facilement appropriable par tous les agriculteurs. Et d'ailleurs, le but, c'était que les agriculteurs de la Réunion puissent tous s'approprier cet outil et s'en servir de façon très très simple. Et donc, franchement, je vous convie tous à vous connecter sur ce site et à regarder comme cet outil est agréable, interactif et en même temps opérationnel pour pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui, dans ma parcelle, vont expliquer pourquoi j'ai beaucoup de dégâts et pourquoi je n'en ai pas beaucoup. Alors, ça apparaît en vert et en rouge. Et du coup, si je change telle ou telle technique, eh bien, je vais peut-être passer de 40% à 20%. Et donc, c'est actuellement utilisé au CIRAD, enfin à La Réunion, via le CIRAD, et ça a beaucoup de succès, cet outil. Ouais.